Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Ah là là, bonjour. Excusez-moi, je suis encore en train de rire parce qu'on rigolait avec Benoît parce que Benoît, il trouve que je raconte des histoires plates. Mais c'est vrai que des fois, j'ai tendance à donner beaucoup de détails quand je parle de trucs administratifs. Et je sais pas si vous, à la maison qui nous écoutez, si vous avez, vous aussi, des démêlés comme ça. Je racontais à Benoît que je suis en train d'essayer de me dépatouiller avec la SAAQ, donc la Société d'assurance automobile du Québec, parce que je dois renouveler mon immatriculation pour mon auto, mais la date à laquelle commence mon renouvellement d'immatriculation coïncide avec la date où je remets mon auto. Alors, si vous avez des idées de ce que je devrais faire, écrivez-moi, parce que moi, j'essaye d'appeler la SAAQ, puis je me fais raccrocher au nez à chaque fois, dans le sens que le système informatique de la SAAQ dit « Il y a un trop gros volume d'appels, rappelez-nous plus tard. » Et là, ça raccroche. Donc, tu rappelles plus tard, puis ça raccroche. Puis tu rappelles plus tard, puis ça raccroche. J'ai fait ça 8 fois ce matin. La fille était ben tannée. On va parler de plusieurs sujets qui vous touchent aujourd'hui, mais on va surtout commencer avec une étude sur le revenu viable. Le revenu viable, c'est quoi? C'est le minimum dont on a besoin au Québec si on veut vivre dignement. On va parler de tout ça avec Eve-Lyne Couturier. Elle est chercheuse à l'IRIS et autrice de l'étude sur le revenu viable. Vous aimez ça, ce mot-là, autrice? Je préfère ça à auteur. Ah, ben parfait. Bon, ben parfait, on n'est pas obligé d'être d'accord. Moi, j'aime mieux auteur que autrice, mais je le respecte, donc je ne veux pas vous ménommer. Donc, vous êtes autrice d'une étude extrêmement intéressante que j'ai consultée, donc sur le revenu viable. Pour les gens qui nous écoutent, quelle est la donnée qu'on devrait retenir, la donnée qui est, selon vous, la plus importante, la plus percutante qui ressort de l'étude que vous avez effectuée? Bien, c'est compliqué à dire parce qu'il y a tellement de données dans l'étude du revenu viable, mais un des aspects qui est intéressant à garder en tête, c'est la grande variation entre le revenu viable dans les différentes villes, parce qu'on calcule le revenu viable pour 3 types de ménages: les personnes seules, les familles monoparentales avec un enfant d'âge préscolaire et les familles de 2 adultes, 2 enfants d'âge préscolaire, dans 7 villes du Québec. Et on fait ça depuis 2015. Donc, cette année, le revenu viable pour une personne seule varie de 31 696 $ à Trois-Rivières à 42 884 $ à Sept-Îles. D'accord. Alors ça, vous venez de dire le nom de Sept-Îles. Et moi, quand j'ai regardé l'étude, je capotais ma vie parce que Sept-Îles, pour tous les gens qui nous écoutent, vous habitez à Sept-Îles, c'est la ville au Québec où ça prend le plus gros revenu parce qu'on a absolument besoin d'avoir une voiture. Exactement. C'est ça qui explique la différence. Exactement. Donc, c'est assez fascinant quand même quand on étudie comme ça, comme vous le faites à l'IRIS. On doit tenir compte de ça parce que quelqu'un peut vivre dans le centre-ville de Montréal, pas besoin de voiture, mais il y a des villes où on n'a pas le choix. Absolument. Absolument. Et le travail du revenu viable, on le fait depuis 2015 et on a changé la méthodologie de temps en temps pour essayer de s'adapter à la réalité de qu'est-ce que ça veut dire sortir de la pauvreté, aux différents besoins des gens. Et en 2023, on a fait une étude sur le revenu viable à l'extérieur des grands centres. Donc, depuis 2015, on s'intéresse à Montréal, Québec, ensuite Gatineau, Sept-Îles, Saguenay et Sherbrooke. Et là, en faisant hors des grands centres, on s'est rendu compte que pour une famille, par exemple, en Côte-Nord ou en Gaspésie, il est nécessaire de prévoir dans son budget de l'argent pour aller en ville au moins une fois par année, parce que ce ne sont pas tous les services qui sont disponibles localement. Pour aller dans des examens médicaux spéciaux, pour aller chercher des objets, du matériel qui est plus spécialisé, c'est nécessaire de sortir de sa région. Et on a été obligé d'ajouter ça aussi pour cette île. Donc oui, ça
prend une voiture, mais ça prend aussi un budget pour aller dans un plus grand centre pour compléter ses besoins en termes de services ou de matériel. D'accord. Alors ça, c'est absolument passionnant. Un autre aspect que moi, j'ai trouvé passionnant quand j'ai pris connaissance de votre étude, c'est évidemment le poids du logement. Oui. On sait évidemment qu'il y a une crise du logement, je l'apprends à personne, mais donc ce qu'on voit, c'est que le poids, la proportion d'un budget qui doit être consacré au logement, évidemment, prend plus de place. Et ça signifie que on a encore plus de difficultés à arriver à cause de ce poids-là. Absolument. Donc, à cette île, la raison pour laquelle ça coûte aussi cher, c'est parce qu'on a besoin d'une voiture, qu'on soit une personne seule. On a aussi donné 2 voitures pour un couple de 2 adultes, 2 enfants. À Montréal, à Québec, à Sherbrooke, on considère que c'est possible d'avoir une voiture et que l'autre parent utilise le transport en commun. Parce que le revenu viable, c'est un style de vie modeste, décent, mais modeste. Donc, on considère que ça, c'est la définition de modeste et décent. Par contre, à Montréal et à Gatineau, le coût du logement est tellement élevé que le revenu viable devient comparable à cette île, même avec une voiture de moins. À Gatineau, moi, ça m'a vraiment jeté à terre quand j'ai vu ça. Le 3,5 de Gatineau est plus cher qu'un 5,5 à Saguenay, Sherbrooke, Sept-Îles ou Trois-Rivières. Attendez, alors je veux juste comprendre. Le 3,5 à Gatineau coûte plus cher qu'un 5,5 à Sept-Îles, incroyable. à Sherbrooke, à Saguenay ou à Trois-Rivières. Ça, c'est absolument incroyable. Et comment on explique ça? Parce que Gatineau, donc juste à côté d'Ottawa, donc une montée des prix, une flambée des prix en Ontario qui se répercute de l'autre côté de la rivière des Outaouais. C'est sûrement un mélange de facteurs, mais Oui. un des facteurs qu'on considère qui explique l'augmentation et le coût élevé des logements à Gatineau, c'est le fait que le taux de roulement à Gatineau est plus élevé qu'ailleurs. Donc, si on prend les grands centres du Québec, on parle d'un taux de roulement autour de 11 à 12 Qu'est-ce que vous appelez un taux de roulement? Juste parce que vous êtes Oui. une économiste, évidemment, mais je veux vraiment que Oui. tout le monde nous comprenne. Le taux de roulement, c'est quand un locataire part et que là, on change de locataire. Il y a un roulement de locataire. Donc, D'accord. et on sait que chaque fois qu'un locataire quitte, les propriétaires en profitent souvent pour augmenter le évidemment. loyer plus Oui. que lorsque le locataire reste à la même adresse. Donc, ce taux de roulement, le nombre de locataires qui déménagent chaque année, on est autour de 11 à 12 pour les grands centres du Québec. Mais quand on parle de Gatineau, on est plus autour de 17 à 18 donc un taux de roulement qui est plus élevé, qui peut s'expliquer par la fonction publique, par les diverses universités qui sont dans la région, qui attirent des étudiants qui sont là juste de passage. Mais ce taux de roulement-là explique en partie pourquoi ça coûte aussi cher se loger à Gatineau. C'est passionnant parce que des gens pourraient être en train de dire « Ah, mon Dieu, c'est des chiffres, mais on parle de vécu, on parle d'humanité et on parle aussi de dignité. » Donc, le revenu que ça prend, vous avez dit, vous avez fait une différence entre modeste et décent. Donc, c'est ça aussi votre préoccupation, c'est de dire, voici combien d'argent on a besoin de disposer pour vivre décemment. Est-ce qu'on oublie complètement des notions comme le seuil de pauvreté ou c'est encore des notions qui sont valides? C'est toujours valide. Ce qui est intéressant, nous, ce qu'on aime faire, c'est mettre pas en opposition, mais en continuum, la mesure du panier de consommation avec le revenu viable. Les 2 mesures sont des mesures de panier, c'est-à-dire que ce sont des mesures qui s'intéressent au coût réel des objets. Donc, c'est pas relatif au revenu médian, moyen, c'est vraiment combien ça coûte un logement, combien ça coûte se faire une épicerie pour répondre à ses besoins alimentaires. Et la mesure du panier de consommation, c'est une mesure de couverture de besoins. C'est-à-dire, si on a moins d'argent que la mesure du panier de consommation, à ce moment-là, on n'est pas capable de répondre à ses besoins. On n'a pas assez d'argent pour l'épicerie, on n'a pas assez d'argent pour le logement. Quand on parle du revenu viable, là, on parle d'un revenu de décence, un revenu de sortie de la pauvreté. Donc, il y a de la place pour la flexibilité, il y a de la place pour avoir un loyer un peu moins cher, dépenser un peu plus d'argent en alimentation. Puis en alimentation, par exemple, la MPC, c'est vous faites toute votre épicerie avec des ingrédients frais, vous faites tous vos repas à la maison. Alors que pour la sortie de la pauvreté, c'est quoi la dignité? Bien, c'est parfois s'acheter un sac de chips. C'est parfois s'acheter une pizza congelée, des croquettes de poulet qui ne sont ni économiques, ni nécessairement bons pour la santé entièrement, mais qui font Mais que c'est le fun. C'est le fun. Et aussi, quand on travaille à temps plein, faire tous ces repas, le C'est déjeuner, impossible. le dîner, le souper, tous les jours de l'année, c'est pas réaliste. Voilà. Donc, j'aime ça, en effet, qu'on ait ce facteur de petit plaisir, puis aussi ce facteur de réalisme. Par contre, quand je regarde donc les chiffres, quand vous nous dites que ça prend entre 31 696 et 42 884 par année à une personne seule pour se sortir de la pauvreté,
combien de personnes y arrivent? Quel pourcentage, autrement dit, de réussite on a à donner vraiment un rythme de vie décent et modeste aux Québécois? Quand on a commencé à essayer de chiffrer le nombre de personnes qui se trouvaient sous le revenu viable, on arrivait à des pourcentages autour de 15 à 18 %. Quand est arrivée la pandémie, puis il faut dire que les chiffres qu'on a pour estimer la population sous le revenu viable, c'est toujours des données qui sont en retard sur la réalité. Bien sûr, parce qu'il faut le temps de les analyser. Exactement. Fait qu'on n'a pas les chiffres de 2025. Les derniers chiffres qu'on a avec la courbe de distribution des revenus, c'est 2022. Fait que si on regarde les chiffres de 2022, à la suite de la pandémie, avec les programmes de soutien, avant que l'inflation prenne trop d'espace, on se retrouvait, les calculs qu'on a faits pour cette année, basés sur les chiffres de 2022, c'est entre 12 et 15 %. Donc, on a réussi à réduire le nombre de personnes sous le revenu viable. On a réussi à améliorer les conditions de vie de la majeure partie de la population. Et les données nous montrent aussi qu'on a réussi à augmenter la classe moyenne. Donc, on a vraiment soulevé, pas seulement sorti les gens de la pauvreté, parce qu'il y a un écart entre le revenu viable et la classe moyenne. On a soulevé les gens hors de la pauvreté, puis on en a amené plus dans la classe moyenne, sans affecter les plus riches. Les plus riches demeurent avec un même nombre de personnes, à peu près la même proportion. Mais on se demande, avec la fin des subventions, des prestations d'aide, de soutien en raison de la pandémie, parce qu'en 2022, il y en avait encore quelques-unes qui existaient, est-ce qu'en 2023, en 2024, et aussi avec l'augmentation importante du revenu viable au cours des derniers mois, exactement, en raison de la crise du logement, est-ce qu'on peut vraiment parler de crise quand ça fait plus de 5 ans qu'on voit les mêmes dynamiques? Ça, c'est un autre débat. Mais avec le coût de la vie qui augmente, on s'imagine qu'en 2025, on est plus que 12-15 % comme on l'a vu en 2022. Donc, c'est parce que je suis surprise, parce que c'est rare qu'on entende les gens de l'IRIS dire qu'il y a des bonnes nouvelles, dans le sens que, bon, mais je pourrais faire le même commentaire pour l'IEDM, c'est-à-dire qu'habituellement, vous tirez la sonnette d'alarme. Là, il y a quand même beaucoup d'éléments positifs, mais avec une grosse mise en garde. C'est qu'en effet, 2022, c'était une situation, un Polaroid de ça. Donc, pour savoir, mettons, comment la situation a évolué jusqu'en 2024, ben ça, on va le savoir en 2026, j'imagine, peut-être. En 2023, on va avoir les chiffres de 2023 en 2026. On a toujours à peu près 3 ans. 3 ans de... Mais une chose qui est intéressante... Mais de recul, je préfère dire de recul. Oui. Une chose qui est intéressante, c'est qu'étant donné qu'on fait cette étude-là chaque année depuis 2015, c'est pas une sortie où on vous annonce des grandes nouvelles, où on essaye de mettre en lumière quelque chose de particulier. Ce qu'on essaye de montrer, c'est plus des tendances. Et c'est ça que ça permet de faire, de sortir les chiffres et de les calculer de la même manière année après année. Absolument. Puis bon, ne serait-ce que d'avoir appris en effet la situation particulière de cette île, mais beaucoup d'autres villes, évidemment, sont dans la même situation que les gens qui habitent à cette île, mais aussi cette prépondérance du prix du logement qui vient gruger vraiment, littéralement, le budget des ménages. C'est une sensibilisation qui est extrêmement importante. Un autre aspect qui m'a vraiment frappée quand j'ai fait cette recherche-là, quand j'ai compilé les données, c'est qu'on se base sur les chiffres de la SCHL pour déterminer le coût du loyer. La SCHL, qui fait un recensement des logements qui sont... Société canadienne d'habitation et de logement. Exactement. Et ils prennent toutes les personnes qui habitent en logement, puis ils prennent le prix pour les différentes tailles de logement. Et ça nous permet de savoir, en moyenne, combien les gens payent. En 2024, le tribunal administratif du logement a fait une recommandation d'une hausse moyenne de 4 %. Oui. Ça n'a pas été suivi pantoute. La hausse moyenne pour les 3 types de ménages dans nos 7 villes est de 11 %. C'est presque 3 fois la hausse du tribunal administratif du logement, ce qui nous fait poser la question, est-ce que c'est un mécanisme qui est adéquat? Excellente question. En voyant à quel point il n'est pas suivi. Voilà, et à quel point, de toute façon, quand on parle d'une augmentation de loyer de 11 %, on voit les répercussions que ça a et le poids disproportionné que ça prend dans le budget des ménages. Donc, ce sont en effet d'excellents points. Donc, à la fois des bonnes nouvelles et en même temps, on tire la sonnette d'alarme, en particulier pour ce qui est du logement. Ça a été absolument passionnant. Vous êtes une excellente communicatrice, Evelyne. Ça a été un plaisir de vous rencontrer. Evelyne Couturier, donc, qui est chercheuse à l'IRIS et autrice de cette étude sur le revenu viable 2025. Il fallait que je la fasse parce que c'est comme contre nature pour moi. Vous savez, je ne trouve pas que le mot autrice, il est beau, mais j'aime ça que quand on dit le mot, on pense automatiquement à une femme.
Oui, je comprends, mais je suis d'accord avec vous pour la première partie. C'est juste, je trouve pas ça joli. Mais c'est pas grave. Moi, je trouve qu'il y a des choses tellement plus graves. Par exemple, tu sais, de remplacer le mot femme par personne avec un utérus, je trouve ça plus grave que de remplacer autrice par auteur. Chacun ses batailles, mais vous avez tout à fait raison. Donc, et je le respecte tout à fait. Et vous êtes une excellente autrice d'études économiques, Evelyne. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci.